Bonjour et bienvenue dans l'Académie de la transparence. Contribuer à l'atténuation du changement climatique et s'y adapter, tel est l'enjeu auquel les entreprises doivent répondre. Dans ce module, je vous propose de traiter en détail de l'atténuation du changement climatique. Nous parlerons de la trajectoire climatique et de la capacité de votre entreprise à adapter sa stratégie et son modèle d'affaires pour répondre à cet enjeu et assurer sa pérennité. Que veulent vos lecteurs? Ils veulent savoir si le sujet est bien pris en compte, si l'entreprise mène les politiques nécessaires et si elle se donne les moyens de contribuer à l'atténuation du changement climatique. C'est un sujet qui sera, croyez-moi, examiné sous tous les angles. Par exemple, êtes-vous une entreprise fortement ou faiblement émettrice de gaz à effet de serre? Sur quelle trajectoire vous engagez-vous pour 2030, 2040 ou 2050? Comment allez-vous financer vos plans d'action? C'est le thème ESG qui demandera le suivi du plus grand nombre d'indicateurs dans votre rapport. Et bien plus encore. Comment parler de tout cela et apporter les éléments de réponse attendus par vos lecteurs? La CSRD donne la réponse dans la norme ESRS E1. Celle-ci comprend l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique et la maîtrise de l'énergie. Alors, vous vous demandez sans doute comment valoriser votre démarche auprès de vos parties prenantes tout en répondant à la réglementation. C'est ce que nous vous proposons de découvrir maintenant. Au travers de quelques rappels et avec nos recommandations, vous pourrez offrir à vos lecteurs une information qui soit à la fois précise, claire et utile. Quel est donc l'objectif de cette norme? Il est très clair. Démontrer que l'entreprise apporte sa contribution pour lutter contre le changement climatique et ce, afin que, collectivement, nous réussissions à tenir une trajectoire de réchauffement climatique contenue à 1,5 degré. Cet exercice, en grande partie prospectif, a un aspect stratégique, d'autant plus s'il est très élevé en termes de matérialité. En pratique, comment bien répondre à l'attendu réglementaire? Le mieux, selon nous, c'est de parcourir ensemble la norme ESRS E1 en veillant au maximum à la clarté et à l'accessibilité de l'information. La norme structure bien l'information. Elle apporte des solutions pratiques et graphiques qu'il est intéressant d'appliquer pour améliorer la transparence de son information de durabilité. Il suffit donc de suivre le guide. C'est parti. La première étape passe par le rappel du contexte, autrement dit, en quoi cet enjeu est matériel pour l'entreprise, en quoi il représente un impact, un risque ou une opportunité. L'entreprise est concernée soit parce qu'elle émet des gaz à effet de serre, soit parce que son activité peut être d'une façon ou d'une autre affectée par le changement climatique, que ce soit par des réglementations, des hausses de tarifs ou même directement par la multiplication des événements extrêmes. Donc, considérer le changement climatique comme non matériel devrait être rarissime en Europe et il faudrait argumenter en détail. Une entreprise doit donc détailler en narratif dans cette introduction la teneur des impacts climatiques, les risques et opportunités stratégiques et les processus d'analyse qui ont conduit à ces conclusions. Notamment en ayant bâti des scénarios à court, moyen et long terme, scénarios qu'elle décrira selon les indications des paragraphes 18 à 21 de la norme 1. Elle doit utiliser au minimum un scénario compatible avec une trajectoire à 1,5 degré et un scénario de réchauffement climatique élevé probable, soit 3 ou 4 degrés, pour évaluer ses risques physiques et ses risques de transition. Vous reconnaissez ces exigences, en effet, ce sont celles de la TCFD, lesquelles sont intégrées à la CSRD. Pour plus de clarté, nous recommandons de présenter ces informations sous la forme d'un tableau, comme dans l'exemple qui s'affiche à l'écran à l'instant. En complément, il sera très pédagogique de présenter votre impact climatique, c'est-à-dire votre empreinte carbone, par un ou plusieurs graphiques qui permettront à votre lecteur de comprendre au premier coup d'œil les principales sources d'émissions de l'entreprise. Dans l'exemple à l'image, on constate
tout de suite que les achats de matières premières, il s'agit ici d'un groupe d'agroalimentaire, constituent la plus grosse part des émissions. Intuitivement, on aurait pu penser que les emballages ou le transport lié à la livraison représenteraient le principal impact climatique du groupe. Or, ils ne comptent que pour 4,7 et 9,3% du bilan carbone. Les scopes 1 et 2 ne représentent que 4% des émissions totales, comme dans beaucoup d'entreprises, sauf dans les activités très énergivores, comme par exemple l'acierie, la cimenterie ou encore le verre. Autre exemple, ici, le scope 3 est détaillé avec des mots concrets. La catégorie achats de biens et de services correspond à des achats de fils d'acier, d'équipements de sécurité, d'aluminium et de peinture. Les immobilisations, quant à elles, sont des compresseurs, des cylindres, des chaudières et des échangeurs thermiques. Peut-on, en plus, ventiler les émissions de gaz à effet de serre autrement? La réponse est oui. À chaque fois qu'une information est pertinente pour expliquer les enjeux critiques et les politiques mises en place sur une géographie ou une activité en particulier, une ventilation est bienvenue. Dans le dernier exemple, la ventilation par activité permet de comprendre où se situe le principal enjeu. En effet, la production d'énergie et la gestion des déchets sont plus émetteurs de gaz à effet de serre que la gestion de l'eau. En conclusion, en découvrant votre empreinte carbone, les lecteurs doivent avoir une bonne vision des sources d'émissions principales, que ce soit en amont, en aval ou au cœur de l'activité. Ils peuvent alors faire des hypothèses sur vos leviers d'action et sur votre capacité à adapter votre modèle étant donné la nature des sources d'émissions. Toujours dans cette introduction, le second sujet à aborder concerne la gouvernance de la transition climatique. La CSRD pose des exigences nouvelles en matière de gouvernance climatique. Le rôle du comité d'audit est renforcé et sa mission de certification des comptes est étendue à la mission de certification des informations de durabilité. D'autre part, quelle que soit la structure du conseil d'administration, présence d'un comité RSE dédié ou combiné, ce qui est recommandé par les codes AFEP-MEDEF et Middle Next, les entreprises doivent montrer que ce conseil, ainsi que son comité exécutif, sont impliqués à la fois dans la validation des stratégies carbone, dans les arbitrages qui en découlent, ainsi que dans le suivi de leur mise en œuvre. Enfin, vous devez décrire selon quels critères l'entreprise prend en compte le changement climatique dans les rémunérations des dirigeants. Cela se concrétise entre autres par l'indicateur pourcentage de la rémunération liée au changement climatique. Autre grande partie de cette section climatique, les politiques et plans d'action mis en place pour œuvrer à la décarbonation de vos activités. Autrement dit, présentez vos engagements pour réduire votre impact climatique. Politique climatique, qu'est-ce que c'est? L'entreprise s'exprime à travers ses engagements climatiques, son plan de transition et plan d'action, ainsi que ses objectifs. C'est le cœur de la démarche, un engagement de réduction des émissions à horizon 2030 au moins, qui s'appuie sur un business plan crédible, une prévision de volume d'affaires et des actions de réduction planifiées et budgétées. Attention cependant, cette trajectoire ne peut pas intégrer des solutions de compensation telles que le crédit carbone. Il va vous falloir choisir des cibles et démontrer que le plan de transition mis en œuvre est compatible avec un scénario à plus 1,5 degré. Cela implique de se référer pour votre trajectoire 2030 et 2050 à des référentiels externes de type SBTI. Cette initiative a défini des pourcentages de réduction propres à chaque secteur ou à défaut à l'ensemble de l'économie. Quel périmètre prendre en compte? Quel protocole? Quel calcul? Tout cela est précisé dans la réglementation aux annexes AR 39 à 52. Dans ces annexes, vous trouverez également des modèles ou idées de représentation graphique, comme des tableaux ou des histogrammes, et nous vous encourageons vivement à les utiliser. D'une part, ils faciliteront l'accès à l'information et d'autre part,
Si toutes les entreprises les utilisent, ils permettront, vous l'aurez compris, une réelle comparabilité. Vos objectifs sont à intégrer dans le tableau AR48 qui apparaît maintenant à l'écran. Il doit être utilisé pour synthétiser les informations importantes, à savoir les 3 scopes et leurs détails. En ce qui concerne la comparabilité des données, vous voyez qu'il faut publier les données de l'année en cours, l'année N-1 et la variation, ainsi que les données de l'année de référence. L'année de référence, pour être clair, est celle à partir de laquelle sont calculés les objectifs de décarbonation de l'entreprise. C'est dans ce tableau, également, que vous présentez les données prospectives, au moins à 2025 et 2030. Tout ceci est à exprimer en valeur absolue et en pourcentage. Attention, vous noterez qu'il faut publier les données du scope 2 selon 2 méthodologies de calcul basées sur la localisation et sur le marché, ce qui implique 2 totaux généraux. En ce qui concerne le scope 3, vous ne devrez publier que les catégories qui sont réellement significatives. Là aussi, nous vous recommandons de compléter le tableau avec des graphiques pour aider le lecteur à apprécier plus immédiatement la trajectoire de l'entreprise. Par ailleurs, si vous avez fourni des efforts de réduction dans le passé, n'hésitez pas à les valoriser, comme dans les graphiques à l'écran. Vous le pouvez si ces efforts correspondaient déjà à une trajectoire de plus 1,5 degré. Autre exemple avec la description du plan de transition. Il s'agit ici de réconcilier 2 éléments de manière transparente. D'une part, les engagements pris par l'entreprise d'ici à 2030, et d'autre part, des plans d'action opérationnels qui contribuent à ces engagements. En les réconciliant de manière graphique, selon le modèle de bridge recommandé en AR31, vous pouvez constater que le lecteur capte au premier regard la nature des principaux leviers d'action et leur contribution à la trajectoire. La contribution de chaque levier d'action est exprimée en tonnes équivalent CO2. Si vous préférez, vous pouvez présenter cette même information sous forme de tableau. Il permet de détailler la nature des actions et de faire un lien vers la section du document d'enregistrement universel où elles sont présentées. Il ne vous reste plus qu'à décrire la nature des plans d'action en narratif, accompagnés de leurs indicateurs propres. Enfin, si vous le pouvez, il est primordial pour le lecteur d'avoir vos estimations de budget nécessaires pour la réalisation des plans d'action, investissements et dépenses additionnelles pour l'exercice de reporting et pour la période de mise en œuvre des actions. Cela lui permet de faire le lien avec les données financières. La présentation graphique offrira ici encore à votre lecteur une approche didactique et lui permettra plus facilement de faire le lien, comme dans l'exemple que nous vous proposons à l'écran. Vous pouvez également faire le lien avec la stratégie globale et le business plan global de l'entreprise. Par exemple, présenter la part des CAPEX verts dans le plan d'investissement global de l'entreprise, comme dans l'illustration que nous vous présentons ici. Et les données taxonomiques, qu'en fait-on ? Tout d'abord, le rapport taxonomique, avec sa méthodologie et ses tableaux réglementaires, doit être positionné au début de la section Information environnementale, comme indiqué dans l'annexe F des ESRS 1. Mais également à l'intérieur de la section Changement climatique, vous pourrez alors valoriser vos objectifs ou plans d'action sur des critères établis dans la taxonomie pour votre contribution substantielle à la lutte contre le changement climatique. Résumons. Dans cette partie dédiée au changement climatique, vous présentez le contexte et la gouvernance associés à cet enjeu, le bilan carbone, la politique démarche climatique intégrant les objectifs à 2030 et 2050 en valeur absolue, compatibles avec l'accord de Paris, ainsi que les plans d'action mis en place et leurs indicateurs. Le tout de manière didactique pour permettre à votre lectorat de trouver rapidement et facilement ces informations. Pour conclure, rappelez-vous que votre reporting climatique est une pièce importante de votre rapport de durabilité, et ce, parce que la plupart de vos lecteurs vont avoir des attentes élevées en la matière.
Vous devrez également parler de l'adaptation de votre entreprise ou de la résilience de votre modèle d'affaires à la trajectoire climatique actuelle des 3 ou 4 degrés, ainsi que des risques financiers induits, mais c'est un autre sujet. Si vous voulez en savoir plus sur la CSRD, sur la gouvernance ou la double matérialité, n'hésitez pas à consulter nos autres modules qui traitent de ces sujets. À très vite.